7% de rendement sur les free cash flow, c'est ce que vous pouvez obtenir à l'heure d'aujourd'hui si vous investissez sur Eurofin, alors sur Eurofin Scientifique. Alors est-ce que c'est une entreprise intéressante à mettre en watchlist ou à acheter? On va regarder ça tout de suite. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ces vidéos n'engagent que moi, ce n'est pas un conseil d'investissement, il n'y a en aucun cas quelque chose à prendre pour un conseil d'investissement. Je ne suis pas investisseur financier. À l'heure actuelle, je ne peux pas être qualifié pour vous placer de tels placements. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et on va commencer tout de suite. Donc Eurofin Scientifique, donc quoi ils opèrent? Donc c'est secteur d'agroalimentaire. Donc on est régulé les services agroalimentaires avec voilà tout type de médicaments. On va aller regarder donc un petit peu sur quel genre d'entreprise on y retourne. Donc on est sur une entreprise du CAC 40 avec une capitalisation donc à peu près à 10 milliards d'euros. On est sur un ratio prix gain à 24, donc ce qui est à peu près normal pour ce genre d'entreprise qui possède un mode, donc qui ont, comment s'appelle, un petit peu leader dans son genre de business. On a un rendement de dividende qui se stabilise à 1,8. Donc qu'est-ce qu'on va aller regarder ensuite sur ce genre d'entreprise? On va regarder un revenu total qui augmente. C'est le cas effectivement. Coût des marchandises qui suit, c'est normal. Dépenses d'exploitation qui, elle, est complètement ironique en fait. Il n'y a rien du tout. Voilà, il n'y a aucune dépense d'exploitation. Alors après, qu'est-ce qui est pris dans ce bilan comptable? Allez regarder un petit peu ça dans les bilans financiers parce que tout n'est pas forcément pas écrit ici parce qu'on voit une dépense d'exploitation à 39 millions, c'est pratiquement impossible en fait. Ça veut dire que le coût des marchandises ne correspond uniquement à notre profit et donc si ce coût des marchandises là augmente ou diminue, c'est ça qui va compter et pas du tout l'immobilisation. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'elle fait effectivement de son argent. On va aller comparer les revenus nets avec les free cash flow. On voit que les free cash flow ont tendance sûrement à être plus élevés que les revenus nets. Pourquoi? Est-ce qu'il y a peut-être des acquisitions? On voit qu'ici effectivement on fait pas mal d'acquisitions, donc c'est un petit peu normal qu'à ce niveau-là, on peut le voir ici. Voilà, on a quand même pas mal de dépenses d'immobilisation. Alors j'imagine en tout cas que ça doit être surtout de la R&D parce que ce genre d'entreprise, c'est là-dedans qu'elle va placer tout son argent. Elle va le dire aussi donc dans ses rapports financiers, dans ses rapports semestriels, elle va vous expliquer voilà sa guidance, qu'est-ce qu'elle veut faire exactement en immobilisation, est-ce qu'elle veut aller chercher un petit peu de la R&D, est-ce qu'elle veut aller faire des usines, etc. Parce que ça n'a pas l'air d'être quelque chose pour stabiliser sa croissance étant donné qu'il n'y a aucune dépense d'exploitation. Alors je ne sais pas dans quoi est-ce qu'elle se gère. Voilà, vous voyez que la recherche et développement, elle n'est pas écrite. En tout cas, frais, vente, administration, on est à peu près sur 39 millions, ce qui correspond vraiment à rien du tout. Hein. On va aller calculer tout de suite ce que ça fait, mais voilà, vous regardez vraiment que c'est des poussières en fait. Donc 40 fois 100 qu'on divise par 6710, ça nous donne voilà 0,5% du revenu total est utilisé dans la dépense d'exploitation. Alors ça vraiment je vous conseille d'aller regarder les rapports financiers parce que je suis pas du tout sûr de ce qu'on peut voir là. En equity, on est quand même sur une equity assez jolie, on voit que le total des passifs a complètement diminué par rapport au total des actifs, donc peut-être qu'on a eu énormément de synergie par rapport aux actifs qu'on a réussi à acheter. On va aller le voir ça dans les statistiques avec surtout le rendement du capital investi. On voit que bon là en tout cas là pardon, on va aller regarder plutôt en annuel, rendement du capital investi, on voit qu'il a tendance à un petit peu augmenter. Rendement des capitaux propres, on voit que lui, il a pas mal augmenté. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, voilà, on a réussi à faire énormément de synergie. On voit une marge brute qui a augmenté, ça c'est exceptionnel. Une marge opérationnelle qui a augmenté aussi. Et donc une marge nette qui suit. Donc moi, c'est surtout la marge EBITDA qu'on va aller voir. Une marge EBITDA qui a complètement augmenté, étant donné qu'on voit, je vous ai dit, des dépenses d'exploitation assez faible. On va aller voir ensuite total d'actions ordinaires. On voit par contre une entreprise qui fait énormément participer le capital, énormément participer les actionnaires. On voit qu'elle a triplé son nombre d'employés et pourtant on a une très très faible rémunération. Donc c'est-à-dire que ces nombres d'employés correspondent seulement à 0,5% des revenus total en termes de dépenses, donc ça peut être extrêmement intéressant. Peut-être qu'elle arrive à être très très efficiente dans le genre de boulot qu'elle fait, peut-être qu'elle arrive à faire énormément de licenciements, peut-être qu'elle a réussi à employer des machines, de l'IA, etc. Ça c'est quelque chose à regarder dans les rapports financiers. Comment ça se fait qu'elle est aussi efficiente? Vous irez le regarder. Ensuite on va aller voir son dividende. On voit qu'en 2019 elle s'est réservée de le couper. Alors pourquoi? Voilà, en tout cas, en 2020, elle s'est réservée de le couper. Pourquoi? Ça, je pourrais pas vous le dire. Faudra aller regarder parce qu'en termes de ratio de paiement, on voit que ça ne correspond à rien. Donc, on va aller un petit peu regarder et questionner la politication d'allocation du capital. Donc, je vous l'ai dit, on a énormément d'achats d'entreprises. On voit que pour ce faire, on va beaucoup plus aller dans l'émission d'actions et peut-être un petit peu le retrait de l'achat de la dette, mais on voit qu'on essaye un maximum de la retirer. On voit que en ce moment, on en émet pas mal de la dette, mais c'est surtout parce qu'on continue en fait de faire énormément d'acquisitions et énormément d'acquisitions effectivement. Je vais aller regarder un petit peu le BFR, on voit qu'ils ont l'air de pas mal s'en sortir, on voit qu'à peu près sur le deuxième trimestre ou le premier trimestre ça va être là où on va avoir un BFR un petit peu différent, mais sinon fonds provenant des opérations, on voit qu'en 2020 on a été assez haut, peut-être qu'on a
bénéficié d'un certain effet Covid et qu'on a pas mal géré notre fonds de roulement, donc l'entreprise n'a pas connu de problème. On voit que vraiment elle arrive à être assez efficiente en soi, donc peut-être qu'elle aurait quelque chose à regarder dans le fonds de roulement, ça je vous dis, allez regarder dans les rapports, mais en tout cas ça a l'air intéressant. On va aller regarder les guidances donc de 2023 à 2027, donc d'ici 4 ans. Ils espèrent donc un revenu qui approcherait des 10 milliards, et voilà, la composition Covid, donc on nous dit représenterait 600 millions des revenus Covid en fiscal year 2022 par rapport aux 6 milliards, donc en soi l'effet Covid, elle n'était pas extrêmement impactée, ça représente seulement 10% de ses revenus. Par rapport aux EBITDA, voilà, elle espère une marge sur EBITDA à 24%. Là aujourd'hui, elle était à 18%, donc une marge sur EBITDA à 24%, c'est pas délirant à peu près. Un free cash flow avant l'investissement, etc. sur les sites, on est à peu près sur 700 millions, donc ça va être plutôt un cash from operation activities et qui devrait approcher 1,5 milliard. C'est assez intéressant. On nous dit que bon, le levier sur lequel elle va aller un petit peu récupérer sa dette, ça va être 1 à 2,5. Donc bon, je pense pas qu'il y ait d'effet ESG sur ce genre de business. Et il nous dit ici quand même que l'augmentation de cette marge sur EBITDA se fera en dépendamment de l'augmentation des prix, de l'inflation, de la productivité, de l'innovation, de la digitalisation et de l'automatisation des initiatives. Donc ils ont quand même énormément de boulot à faire pour continuer d'être un maximum efficient et de pouvoir faire le maximum d'acquisitions tout en restant dans le même genre de business, parce que étant donné qu'on est d'accord que sur une entreprise ayant énormément d'autres entreprises, on va surtout aller regarder des statistiques et donc un ratio court-bénéfice qui diminue. C'est le cas, vous voyez qu'on était sur un ratio à 40 étant donné qu'on était à peu près sur un seul type de business et qu'ensuite on est descendu, aujourd'hui on est sur un ratio court-bénéfice de 21, c'est-à-dire que ce qu'on peut aller voir plutôt vers ces niveaux-là où en 2018 on allait plutôt être voilà, sur des PER à 50, 40, etc. parce qu'on gagnait pas autant d'argent. Maintenant aujourd'hui on gagne énormément d'argent, on a des marges bénéficiaires qui vont être beaucoup plus importantes. Bon, vous voyez que le free cash flow qui diminue, mais étant donné que je vous ai dit qu'elle avait eu pas mal un effet Covid à ce niveau-là et qu'elle avait été surévaluée, même si vous regardez quand même qu'à partir de ces endroits-là, son PE était à partir de 30, étant donné que elle gagnait énormément d'argent, donc en fait elle était valorisée à son juste prix par rapport à l'argent qu'elle gagnait, et ensuite elle a commencé à perdre. Elle a commencé à perdre cet effet Covid et sa valorisation n'a pas bougé. Voilà, on est resté sur des valorisations entre 30 et à peu près 20. Donc c'est ce qu'on pourrait aller toucher sur ce genre de business. Ensuite, faut toujours être à l'abri d'aller regarder les acquisitions qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va sortir de son domaine de compétences ou est-ce qu'elle va être restée dans food and drugs, ce que vous voyez un petit peu aux États-Unis. Est-ce qu'elle va rester un petit peu dans l'agroalimentaire ou est-ce qu'elle va aller toucher un petit peu plus à d'autres choses? Ça, je vous conseille d'aller regarder. En tout cas, on va aller regarder qu'est-ce que les analystes pensent et tablent. On est à peu près voilà, sur un bénéfice qui pourrait être à 3,82. Donc ça nous fait à peu près un 7% de rendement sur le free cash flow. Voilà, donc si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi je vous dis à